Ce qu'elle était sur le point de découvrir au bureau du 40e étage allait changer son existence à jamais, bien qu'elle ne le sût pas encore, tandis que ses talons résonnaient sur le sol de marbre du couloir. Quel secret cachait cet homme d'affaires milliardaire derrière son regard bleu glacial? Et pourquoi une simple designer aux yeux verts, récemment embauchée après une humiliation publique, avait-elle été convoquée seule? Dans l'ombre de cette tour de verre à Saint-Germain-des-Prés, deux mondes étaient sur le point d'entrer en collision. Celui d'Alexandre le Roi, propriétaire d'un empire bâti sur la douleur d'une perte que personne ne connaissait, et celui d'Émilie Dubois, qui avait appris à se rendre invisible tout en cachant son talent sous des couches d'insécurité, tous deux séparés par l'abîme de leur classe sociale, mais unis par des cicatrices invisibles qui, sous le soleil de Provence et les murmures d'anciens secrets, révéleraient que parfois les blessures les plus profondes ne sont que le début de la plus belle histoire. Le verre de la voiture éclata à quelques centimètres de son visage. Les fragments tombèrent comme une pluie glacée sur sa peau blanche, tandis que les larmes commençaient à couler sur ses joues. Émilie Dubois, avec ses 26 ans et ses yeux verts maintenant rougis par les pleurs, observait comment son petit ami de 3 ans jetait ses affaires dans la rue devant l'immeuble où ils avaient partagé un appartement. « Va-t'en, tu ne vaux rien. Je l'ai toujours su. » Les cris de Thomas résonnaient dans toute la rue du quartier élégant de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Les voisins commençaient à se montrer discrètement derrière leurs rideaux, tandis qu'Émilie, tremblante, essayait de ramasser les quelques vêtements qui n'étaient pas tombés dans les flaques formées par la pluie de cet après-midi. « S'il te plaît, Thomas, nous pouvons parler, » supplia-t-elle d'une voix brisée, mais il s'était déjà retourné, l'ignorant complètement comme si elle n'avait jamais existé dans sa vie. 3 ans de relations détruits en 15 minutes. 3 ans où elle avait sacrifié sa carrière de designer graphique pour le soutenir dans son ascension professionnelle. 3 ans où chaque jour, elle s'était un peu plus effacée jusqu'à devenir l'ombre de quelqu'un d'autre. La pluie s'intensifia, se mélangeant à ses larmes, tandis qu'elle essayait de mettre dans une valise cassée le peu qui restait de sa vie. Son téléphone sonna. C'était Julie, sa meilleure amie. « Où es-tu? Est-ce que ça va? J'arrive tout de suite. » Émilie ne put répondre. Les mots se noyaient dans sa gorge et les sanglots l'empêchaient de parler. Une dame âgée s'approcha avec un parapluie et la couvrit en silence, un geste d'humanité au milieu du chaos. Vous est-il déjà arrivé de sentir que votre monde s'écroule en quelques secondes? Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous lisez. Et n'oubliez pas de laisser un like pour continuer à partager ces histoires qui nous connectent tous, parce que nous avons tous été brisés à un moment donné. Mais cette histoire ne fait que commencer. Tandis qu'Émilie ramassait les morceaux de sa dignité sur l'asphalte mouillé, à quelques rues de là, dans l'une des plus hautes tours de la ville, un homme observait la tempête depuis le 40e étage. Alexandre le Roi, 32 ans, propriétaire du plus important groupe d'entreprises de France, restait immobile devant la baie vitrée de son bureau. Ses yeux bleus perçants reflétait l'éclat des éclairs qui illuminaient le ciel. Sa secrétaire entra sans faire de bruit. « Monsieur le Roi, le conseil d'administration attend votre présence pour commencer. Dites-leur qu'ils ont 5 minutes pour me présenter quelque chose qui en vaille la peine ou ils peuvent chercher du travail ailleurs, » répondit-il, sans détourner son regard de la tempête. Quand la porte se referma, Alexandre serra fortement le papier qu'il tenait dans sa main. C'était le rapport médical qui confirmait qu'il ne pourrait jamais être père. Une autre sentence pour sa collection de blessures invisibles. Personne dans le monde des affaires ne connaissait ses secrets. Pour tous, il était simplement l'homme d'affaires implacable, le génie financier qui avait multiplié la fortune familiale, l'homme qui ne souriait jamais. Ce que personne ne savait, c'est que chaque nuit, les démons de son passé lui rendaient visite sans faute. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce jour pluvieux. Émilie partageait désormais le petit appartement de Julie dans le Marais, un quartier bohème plein de couleurs qui contrastait avec l'obscurité qu'elle ressentait à l'intérieur. « Tu as besoin de travailler, ma chérie. Tu ne peux pas continuer comme ça, » lui dit Julie en lui servant un café. Émilie observa son reflet dans le miroir du couloir. Sa peau claire paraissait pâle, presque translucide. Ses yeux verts avaient perdu l'éclat qui les caractérisait autrefois. Ses longs cheveux châtains tombaient sans vie sur ses épaules minces. Elle ne reconnaissait pas la femme qui lui rendait son regard. « Ma cousine travaille dans le groupe Le Roi. Ils cherchent des designers pour leur nouvelle campagne. Tu devrais postuler. »« Je ne suis pas prête, Julie. Et puis, le groupe Le Roi, c'est trop pour moi maintenant. »« Émilie Dubois, je te connais depuis que nous étions petites à Lyon. Tu as toujours été la plus talentueuse de notre classe. Ne laisse pas cet idiot te convaincre du contraire. Qui n'a jamais douté de ses talents après une rupture difficile? Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous lisez et laissez un petit like pour nous encourager à continuer. La suite de cette histoire pourrait bien vous surprendre. Les mains tremblantes, Émilie examina son portfolio numérique. Des travaux réalisés pendant ses études, quelques projets freelance, rien de récent. Thomas lui avait toujours dit que ses designs étaient jolis mais amateurs. À chaque critique, elle avait enterré son talent jusqu'à presque l'oublier. « Et si je ne suis pas assez bonne ?
demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Il n'y a qu'une façon de le savoir, » répondit Julie, en envoyant l'email avec le portfolio en pièces jointes avant qu'Émilie ne puisse l'en empêcher. 2 jours plus tard, contre toute attente, elle reçut un appel pour un entretien. L'immeuble du groupe Leroy était imposant, une structure de verre et d'acier qui s'élevait vers le ciel comme un géant moderne. Émilie sentit que ses jambes pourraient céder à tout moment, tandis que l'ascenseur montait jusqu'au 38e étage, où se trouvait le département créatif. L'entretien fut mené par Marine Tournier, la directrice créative, une femme d'une 40aine d'années, au regard perçant et à la manière directe de parler. « Ton portfolio montre du talent, mais il n'est pas à jour. » « Pourquoi ?» Émilie déglutit. « Raison personnelle, » répondit-elle brièvement. « Je n'ai pas besoin de personnes qui abandonnent leur passion pour des raisons personnelles, Émilie, » dit Marine, fermant le dossier. « Mais il y a quelque chose dans ton style, tu as une sensibilité qui ne s'apprend dans aucune université. » Alors qu'elle sortait du bureau, croyant avoir perdu sa chance, Marine ajouta « Tu as 3 jours pour me présenter un concept frais pour notre nouvelle ligne d'hôtel boutique. Si tu me convaincs, le poste est à toi. » 3 jours de travail frénétique. 3 jours où Émilie dormit à peine, redécouvrant sa passion enfouie, sentant comment ses doigts recommençaient à danser sur les touches et le stylet numérique. 3 jours pour retrouver sa voix créative. Quand elle revint avec sa proposition, le 38e étage était en chaos. Des cadres couraient d'un côté à l'autre et Marine semblait au bord d'une crise de nerfs. « Que se passe-t-il » demanda Émilie à l'une des secrétaires. « Monsieur Leroy vient vérifier personnellement les avancées. Il ne le fait jamais. Tout le monde est terrifié. » Le cœur d'Émilie s'accéléra. Elle avait entendu des histoires sur Alexandre Leroy, l'homme d'affaires implacable qui ne tolérait pas la médiocrité. Alors qu'elle attendait dans la salle de réunion vide, la porte s'ouvrit brusquement. Un homme grand, de carrure athlétique et vêtu d'un costume bleu marine impeccable, entra comme une tempête. Ses yeux bleus, froids comme la glace, se posèrent sur elle avec intensité. « Qui es-tu et que fais-tu ici ?» demanda-t-il d'une voix profonde. « Je suis Émilie Dubois. Je viens pour le poste de designer graphique. Ça ne m'intéresse pas. Sors d'ici. J'ai besoin de cette salle. » Quelque chose dans la façon autoritaire et irrespectueuse dont il lui parlait alluma une étincelle en Émilie. C'était peut-être le souvenir de la façon dont Thomas la faisait se sentir invisible, ou peut-être était-elle simplement fatiguée de baisser la tête. « Non, » répondit-elle fermement, se surprenant elle-même. « J'ai travaillé des jours sur ce projet et je vais le présenter. Si vous avez besoin de la salle, vous pouvez attendre 5 minutes. » Le silence qui suivit fut sépulcral. Les yeux bleus d'Alexandre se plissèrent dangereusement. Personne ne lui parlait comme ça, jamais. « Sais-tu qui je suis » demanda-t-il à voix basse. « Oui » répondit-elle, soutenant son regard. Quelqu'un qui apparemment n'a jamais eu à attendre pour quoi que ce soit dans sa vie. À l'étonnement de tous les cadres qui se tenaient discrètement dans le couloir, Alexandre Leroy fit quelque chose de complètement inattendu. Il s'assit. « Tu as exactement 3 minutes. » dit-il, regardant sa montre de luxe. Les mains tremblantes mais la voix ferme, Émilie présenta son concept, une ligne d'hôtel qui intégrait l'art local de chaque emplacement, créant des espaces uniques qui racontèrent des histoires. Sa présentation était impeccable, passionnée. Quand elle eut terminé, Alexandre se leva sans dire un mot et sortit de la salle. Émilie sentit son cœur s'arrêter. Elle venait de ruiner complètement sa chance. Marine entra quelques secondes plus tard avec une expression indéchiffrable. « Tu es engagée », dit-elle finalement. « Tu commences demain. » Les 2 premiers mois au sein du groupe Leroy furent comme des montagnes russes pour Émilie. Son concept avait été approuvé et elle faisait maintenant partie de l'équipe de design. Mais l'ambiance corporative était parfois étouffante. Marine était une bonne supérieure, exigeante mais juste, et Émilie commençait progressivement à reprendre confiance en son talent. Elle n'avait pas recroisé Alexandre Leroy depuis cette étrange rencontre dans la salle de réunion. C'était comme si le propriétaire de l'entreprise était un fantôme que tout le monde craignait mais que personne ne voyait vraiment. Un soir, alors qu'Émilie travaillait tard sur un nouveau projet, l'ascenseur s'ouvrit à l'étage presque désert. Alexandre Leroy marchait dans le couloir quand il s'arrêta en voyant de la lumière dans l'un des bureaux. « Que fais-tu ici à cette heure ?» demanda-t-il depuis le seuil. Émilie leva les yeux, surprise. « Je travaille », répondit-elle simplement. « Sur quel projet ?»« La campagne visuelle pour l'hôtel de Provence. » Alexandre s'approcha et observa l'écran en silence. Ses yeux parcoururent les images, les concepts, les croquis. Pendant un instant, Émilie crut voir quelque chose de différent dans ce regard habituellement glacial. « Il manque de l'âme », dit-il finalement. « Pardon ? Ton concept parle de raconter des histoires, mais ces images pourraient être celles de n'importe quel hôtel de luxe. Je ne vois pas la Provence ici. » Émilie sentit la frustration monter en elle. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Leroy, j'ai fait des recherches approfondies sur la culture provençale pour ce projet. Faire des recherches n'est pas la même chose que ressentir, répondit-il. Es-tu déjà allé en Provence ? » Quand Émilie secoua la tête en signe de négation, Alexandre fit quelque chose de complètement imprévisible. « Demain à 7 heures.
sur l'héliport. Quoi? Si tu vas concevoir l'identité de cet hôtel, tu dois connaître l'endroit. Ne discute pas. Le lendemain matin, contre tout bon sens et après une nuit d'insomnie à débattre entre l'indignation et la curiosité, Émilie se présenta à l'héliport de la société. Alexandre était déjà là, habillé de façon décontractée en jean et chemise blanche, qui faisait ressortir le bronzage de sa peau. Le voyage en hélicoptère fut majoritairement silencieux. Émilie observait le paysage changer alors qu'il s'éloignait de Paris, s'émerveillant secrètement de l'expérience. « Personne ne m'avait jamais répondu comme tu l'as fait ce jour-là dans la salle de réunion, dit-il soudainement. Probablement parce que personne n'ose, répondit Émilie en regardant par la fenêtre. Tu as raison, et c'est un problème. Émilie se tourna pour le regarder, confuse par cette sincérité inattendue. Les gens me craignent, et la peur ne produit jamais un bon travail créatif. La Provence les accueillit avec son explosion de couleurs, d'arômes et de textures. Toute la journée, ils parcoururent des rues pavées, des marchés animés, des ateliers d'artisans. Alexandre connaissait étonnamment bien la région, et la guida vers des endroits que les touristes visitaient rarement. Dans l'atelier d'une vieille tisserande, Alexandre se transforma complètement. Il parla en provençal avec la femme qui sourit en montrant une rangée de dents inégales. Ils s'assirent pour boire un chocolat chaud pendant que la vieille dame leur racontait des histoires sur les motifs de ces tissages, chaque motif étant une narration complète sur la vie, la mort, l'amour. « Comment se fait-il que vous parliez provençal ?» demanda Émilie, étonnée. « Ma grand-mère était d'ici, » répondit-il avec une douceur qu'Émilie ne lui avait jamais vue auparavant. « J'ai passé beaucoup d'été dans ces rues quand j'étais enfant. » Au crépuscule, assis sur la terrasse d'un petit restaurant avec vue sur une vieille église, il mangeait des spécialités locales tout en observant le ciel se teinter d'orange et de pourpre. « Pourquoi m'avez-vous vraiment amené ici ?» demanda finalement Émilie. Alexandre prit son temps pour répondre, comme s'il considérait soigneusement ses mots. « Parce que j'ai vu quelque chose dans ton travail, quelque chose d'authentique qui était contenu, et parce que j'avais besoin de me rappeler quelque chose moi aussi. Quoi donc? Que derrière chaque design, chaque bâtiment, chaque entreprise, il y a des personnes. C'est facile de l'oublier quand on vit entre les chiffres et les réunions de direction. » Il y eut un moment de connexion silencieuse, une compréhension mutuelle qui flotta entre eux comme les notes de l'accordéon qui jouait au loin. Quand ils retournèrent à Paris le lendemain, quelque chose avait changé. Le projet de Provence prit une nouvelle vie sous les mains d'Émilie, infusée de l'énergie et de l'âme du lieu qu'elle portait maintenant en elle. 2 semaines plus tard, la présentation finale fut un succès retentissant. L'équipe applaudit avec enthousiasme, Marine souriait fièrement, et au fond de la salle, Alexandre observait avec une expression indéchiffrable. Quand leurs regards se croisèrent, il hocha simplement légèrement la tête, avant de partir. Ce même après-midi, Émilie reçut un petit paquet sur son bureau. En l'ouvrant, elle trouva un tissu provençal au ton vert et bleu, identique aux couleurs qu'elle avait utilisées dans sa présentation. Il n'y avait pas de notes, ce n'était pas nécessaire. Les mois passèrent et la relation entre Émilie et Alexandre évolua lentement. Ce n'était pas une relation romantique, ni même une amitié conventionnelle. C'étaient des rencontres sporadiques, des conversations profondes sur l'art, le design et la vision d'entreprise. Il valorisait sa perspective fraîche et honnête. Elle apprenait de sa vision stratégique et de son expérience. Au bureau, les rumeurs ne tardèrent pas à surgir. Pourquoi l'inaccessible Alexandre Leroy consacrait-il du temps à une simple designer récemment embauchée? Les regards envieux et les commentaires à mi-voix suivaient Émilie dans les couloirs. « Ne fais pas attention à eux », lui conseillait Julie lors de leur café du dimanche. « Ils sont jaloux parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas, de l'authenticité. » Mais il y avait une autre ombre dans la vie d'Émilie. Thomas, son ex-petit ami, avait commencé à la chercher. D'abord ce furent des messages lui demandant de revenir, puis des menaces voilées quand elle ne répondit pas. Un soir, il apparut ivre à l'appartement qu'elle partageait avec Julie. « Je sais que tu es là, Émilie. Ouvre cette putain de porte. » Terrifiée, Émilie appela la seule personne qui lui vint à l'esprit à ce moment-là. 20 minutes plus tard, une voiture noire s'arrêtait devant l'immeuble et Alexandre montait les escaliers à toute vitesse. Il n'y eut pas de violence, seulement des paroles fermes et un appel à des contacts dans la police. Thomas ne revint plus la déranger. Ce soir-là, assis dans le petit salon de l'appartement après que Julie se fut discrètement retirée dans sa chambre, Émilie s'effondra finalement. Toutes les émotions contenues pendant des mois coulèrent comme une rivière débordée. « J'ai perdu 3 ans de ma vie avec lui », sanglota-t-elle. 3 ans où il m'a fait croire que je ne valais rien, que je devais le remercier d'être avec moi. Alexandre écoutait en silence, ses yeux bleus plus doux que jamais. « Tu sais ce qui est le pire ?» continua-t-elle. « C'est que je l'ai permis. Chaque critique, chaque insulte voilée, je les ai toutes acceptées. Parfois, nous nous perdons nous-mêmes dans les relations, » répondit-il finalement. « Nous donnons tellement que nous ne nous rappelons plus qui nous étions avant. » Il y avait tant de douleur dans ses paroles qu'Émilie sut qu'il ne parlait pas théoriquement. Alexandre portait aussi des cicatrices invisibles. « Qui t'a fait du mal ?» demanda-t-elle doucement. La question resta suspendue entre eux. Pendant un moment, Émilie pensa qu'il ne répondrait pas. « Ma femme, dit-il finalement,
d'une voix à peine audible. « Elle est décédée il y a 3 ans. » Émilie retint sa respiration. Personne dans l'entreprise n'avait jamais mentionné qu'Alexandre avait été marié. « Je suis vraiment désolé. Isabelle était brillante, restauratrice d'art. Nous nous sommes rencontrés lors d'un voyage à Florence. » Un sourire triste traversa son visage. « Elle m'a appris à voir le monde différemment. »« Que s'est-il passé ?» demanda Émilie, bien qu'elle craignait la réponse. « Cancer, agressif et soudain. En 6 mois, elle est passée d'être complètement en bonne santé à... » Sa voix se brisa. « J'ai promis de consacrer ma vie à construire l'héritage dont elle rêvait, des hôpitaux, des fondations d'art pour enfants. Mais en chemin, je suis devenu quelqu'un qu'elle ne reconnaîtrait probablement pas. » Émilie prit sa main presque instinctivement. C'était la première fois qu'ils se touchaient et elle sentit un courant électrique parcourir sa peau. « Je ne peux rien t'offrir, Émilie, » dit-il brusquement, retirant sa main. « Je suis vide. »« Je ne t'ai rien demandé, » répondit-elle doucement. « Tu le feras, éventuellement, et je devrais te décevoir. » La vulnérabilité dans ses paroles contrastait dramatiquement avec l'image publique du puissant homme d'affaires. À ce moment, Émilie comprit que sous la carapace de glace se trouvait un homme profondément blessé, incapable de se pardonner d'être encore en vie alors que l'amour de sa vie était parti. Le lendemain, Alexandre agit comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Il redevint le patron distant et professionnel. Émilie respecta son silence, bien que chaque fois qu'elle le voyait de loin, elle reconnaissait la douleur qu'elle savait maintenant qu'il portait. Les semaines suivantes apportèrent un nouveau projet. Un hôtel à Nice, sur la Côte d'Azur. Cette fois, Marine lui confia la direction créative complète, une responsabilité énorme qui la remplissait à la fois de fierté et de terreur. « Tu l'as mérité », lui dit sa patronne. « Ton travail sur le projet de Provence a dépassé toutes les attentes. » Le jour de la présentation finale devant le comité de direction, Émilie était nerveuse, mais confiante. Sa proposition était solide, innovante, respectueuse de la culture méditerranéenne, mais avec une touche contemporaine qui la différenciait. Tout se passait parfaitement, jusqu'à ce que la porte s'ouvre et qu'une femme élégante entre d'un pas assuré, grande, les cheveux noirs parfaitement coiffés et des yeux qui semblaient tout calculer. « Pardonnez l'interruption, » dit-elle d'une voix mélodieuse. « Je suis Caroline Leroy, la sœur d'Alexandre. » Un murmure parcourut la salle. Caroline Leroy participait rarement à ces réunions, préférant gérer la partie internationale du conglomérat depuis Londres. La présentation continua, mais Émilie pouvait sentir les yeux de Caroline qui l'évaluait constamment. Quand elle termina, les applaudissements furent enthousiastes, sauf de la part de Caroline qui observait simplement avec une expression neutre. « Approche intéressante, mademoiselle, » commença Caroline. « Dubois, Émilie Dubois, mademoiselle Dubois, bien que je me demande si ce n'est pas trop risqué. Nos investisseurs attendent une certaine cohérence dans la marque. » Avant qu'Émilie ne puisse répondre, Alexandre intervint. « Le risque calculé est précisément ce dont nous avons besoin, Caroline. La cohérence sans évolution et stagnation. » La tension entre le frère et la sœur était palpable. Finalement, Caroline sourit froidement. « Bien sûr, cher frère. Après tout, c'est ton entreprise, pour l'instant. » Quand la réunion se termina, Caroline s'approcha d'Émilie pendant qu'elle rassemblait ses documents. « J'aimerais t'inviter à dîner ce soir, » dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « pour mieux connaître la femme qui a causé tant d'agitation dans l'entreprise de mon frère. » Ce n'était pas vraiment une invitation qu'elle pouvait refuser. Ce soir-là, dans l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris, Caroline Leroy révéla ses véritables intentions. « Je serai directe, Émilie. Je ne sais pas quel type de relation tu as avec mon frère, mais je te conseille de t'éloigner. »« Ma relation avec Monsieur Leroy est strictement professionnelle, » répondit Émilie, gardant son calme. « Vraiment, ce n'est pas ce qu'il semble quand il te regarde. » Caroline prit une gorgée de vin. « Alexandre n'est pas en état de s'impliquer émotionnellement avec qui que ce soit, pas après Isabelle. »« Je sais, » répondit Émilie, surprenant Caroline. Il m'a parlé d'elle. L'expression de Caroline changea complètement. « Impossible. Alexandre ne parle jamais d'Isabelle, à personne. Peut-être qu'il en avait besoin. Tu ne comprends rien, » dit Caroline se penchant en avant. « Mon frère était au bord du gouffre quand elle est morte. C'est moi qui l'ai soutenu. Moi qui ai évité qu'il perde tout alors qu'il pouvait à peine se lever chaque matin. Je ne permettrai pas qu'une nouvelle venue le déstabilise à nouveau. »« Je n'ai pas l'intention de déstabiliser qui que ce soit, » répondit Émilie avec fermeté. « Mais je ne vais pas non plus m'éloigner parce que vous me l'ordonnez. » Quand Émilie arriva à son appartement ce soir-là, elle trouva un message d'Alexandre lui demandant de le rencontrer le lendemain au jardin du Luxembourg. Le soleil de l'après-midi filtrait ses rayons à travers les arbres tandis qu'il marchait en silence sur les chemins du plus grand jardin public de Paris. « Ma sœur t'a invité à dîner, » dit finalement Alexandre. Ce n'était pas une question. Oui, une expérience intéressante. Caroline est surprotectrice. Elle l'a toujours été depuis que nous étions enfants. Elle m'a averti de m'éloigner de toi. Alexandre s'arrêta et la regarda directement. « Et tu le feras. Veux-tu que je le fasse ?» demanda Émilie, soutenant son regard. Le silence entre eux semblait contenir tous les mots non dits
tous les sentiments à peine découverts. Finalement, Alexandre parla. Non, et cela me terrifie. La soirée de gala annuelle de la Fondation Leroy pour les Arts était l'événement social le plus important de l'année à Paris. Célébrités, politiciens et élites des affaires se réunissaient à l'Opéra Garnier pour une soirée de philanthropie et d'ostentation. Émilie n'avait jamais assisté à un tel événement et quand Marine lui remit l'invitation, son premier réflexe fut de décliner. « Tu ne peux pas la refuser », l'avertit sa patronne. « C'est pratiquement obligatoire pour tous les cadres et directeurs créatifs. Mais je ne suis pas directrice. J'ai seulement dirigé un projet. 2 projets réussis. » corrigea Marine, « et je viens de recommander ta promotion. Donc, tu dois y être présente. » Le problème n'était pas seulement l'insécurité sociale, c'était Alexandre. Depuis cet après-midi au Luxembourg, ils avaient maintenu une distance prudente. Professionnel au bureau, mais avec un courant souterrain de tension chaque fois qu'ils se trouvaient dans la même pièce. À contre-cœur, Émilie accepta d'y assister. Julie l'accompagna pour acheter une robe, quelque chose qu'elle ne pouvait définitivement pas se permettre, mais que son ami insista pour l'aider à financer. « Considère-le comme un investissement pour ton avenir, » dit Julie, tandis qu'Émilie essayait une élégante robe vert émeraude qui s'accordait avec ses yeux. Le soir du gala, Émilie se sentait comme une imposture. Le magnifique bâtiment Art Nouveau resplendissait sous les lumières et le gratin de la société parisienne défilait sur le tapis rouge. Elle entra seule, essayant de passer inaperçue dans la foule. La première heure s'écoula lentement. Émilie conversa avec quelques collègues, but une coupe de champagne et tenta de profiter des expositions artistiques présentées par la Fondation. C'est alors qu'elle le vit. Alexandre, impeccable dans son smoking noir, conversait avec un groupe d'invités. À ses côtés, une femme éblouissante aux cheveux blonds souriait avec coquetterie tout en s'accrochant à son bras. Caroline observait la scène avec une évidente approbation depuis une distance discrète. « C'est Sophie Moreau », commenta l'un des designers juniors à ses côtés. « Ex-mannequin. Maintenant mondaine. La presse spécule depuis des semaines sur sa relation avec le patron. » Émilie ressentit une douleur aiguë dans la poitrine. Bien sûr, qu'avait-elle espéré? Qu'un homme comme Alexandre Leroy s'intéresse vraiment à quelqu'un comme elle? C'était ridicule. Elle était sur le point de s'éclipser vers la sortie quand Alexandre leva les yeux et leurs regards se croisèrent à travers la salle. Pendant une seconde, le monde sembla s'arrêter. Il s'excusa auprès de son groupe et commença à marcher vers elle, mais Caroline l'intercepta habilement, lui présentant un autre invité important. Émilie profita de l'occasion pour s'échapper vers l'une des terrasses latérales. Elle avait besoin d'air frais et d'un moment pour se ressaisir. La terrasse était déserte et offrait une vue impressionnante sur la ville illuminée. Émilie respira profondément, se rappelant qu'elle n'avait pas le droit de se sentir blessée. Il n'y avait pas de promesse entre eux, pas même une déclaration claire de sentiment. « Tu es magnifique ce soir. » La voix d'Alexandre la fit sursauter. Il se tenait à l'entrée de la terrasse, la lumière derrière lui créant une silhouette parfaite. « Merci, » répondit-elle sèchement. « Ta compagne est très belle aussi. »« Sophie, ce n'est pas ma compagne. C'est la fille de l'un de nos plus importants investisseurs. Tu n'as pas à me donner d'explication, » dit Émilie, feignant l'indifférence. « Je sais, mais je veux le faire. » Il s'approcha lentement jusqu'à se tenir près d'elle contre la balustrade de marbre. L'arôme de son parfum, subtil et masculin, envahit les sens d'Émilie. « Je t'ai évité, » confessa-t-il. « Je l'avais remarqué, pas parce que je le veux, mais parce que je le dois, pour ton bien. » Émilie se tourna pour lui faire face. « Ne crois-tu pas que c'est à moi de décider ce qui est mieux pour moi? Tu ne comprends pas ce qu'impliquerait de t'impliquer avec moi, Émilie. Ma vie ne m'appartient pas seulement. Elle appartient à l'entreprise, aux actionnaires, aux milliers d'employés qui dépendent de mes décisions. Ça semble incroyablement solitaire, » répondit-elle doucement. « Ça l'est, mais c'est le prix du pouvoir. Et ça en vaut la peine ?» La question resta suspendue entre eux. Pendant un moment, il sembla qu'Alexandre allait répondre avec sincérité, mais ensuite son expression changea, revenant au masque professionnel que tous connaissaient. « Je dois retourner. Le discours d'ouverture est sur le point de commencer. » Émilie acquiesça, ravalant sa déception. « J'entrerai aussi dans un moment. » Alors qu'Alexandre se retirait déjà, il ajouta « Au fait, félicitations pour ta promotion. Tu l'as méritée par ton propre mérite, je veux que tu le saches. » L'annonce officielle de la promotion d'Émilie au poste de directrice associée du design eut lieu 3 jours plus tard. L'équipe créative célébra avec un petit toast, et Marine semblait véritablement fière. Cependant, Alexandre brilla par son absence. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Émilie se plongea dans son nouveau poste, dirigeant plusieurs équipes et projets simultanément. Le travail était exigeant mais gratifiant, et elle découvrit une force intérieure qu'elle ne savait pas posséder. Un après-midi, alors qu'elle examinait les propositions pour un nouveau projet à Lyon, elle reçut un message inattendu. « J'ai besoin de te voir. C'est important. » À elle. Le cœur d'Émilie fit un bond. Après des semaines d'interactions purement professionnelles, pourquoi maintenant? Et pourquoi un message si cryptique? L'adresse qu'Alexandre lui envoya correspondait à une zone résidentielle dans le 16e arrondissement. Ce n'était ni la tour de l'entreprise,
ni un restaurant d'affaires. C'était sa maison. Avec une nervosité à peine contenue, Émilie arriva ponctuellement. La résidence était impressionnante mais sobre. Un bâtiment moderne aux lignes épurées entouré d'arbres centenaires qui offrèrent de l'intimité. Alexandre ouvrit la porte personnellement, vêtu d'un jean et d'un pull gris qui adoucissait son apparence habituellement intimidante. « Merci d'être venu », dit-il, la guidant à l'intérieur. Il n'y avait pas de personnel en vue, seulement une maison impeccablement décorée qui néanmoins semblait plus un espace d'exposition qu'un foyer. « Qu'est-ce qui est si important ?» demanda Émilie, essayant de maintenir un ton professionnel malgré l'intimité du cadre. « J'ai reçu une offre pour vendre le groupe Leroy », répondit-il directement, tout en lui offrant une tasse de café. « En entier, tout ce que mon père a construit et ce que j'ai construit. » Émilie le regarda surprise. « Et tu envisages de le faire ?» « Oui. » La réponse la laissa sans voix. Alexandre Leroy, l'homme qui vivait pour son entreprise, envisageait de la vendre. « Pourquoi me racontes-tu cela à moi ?» demanda-t-elle finalement. Alexandre la regarda intensément, comme s'il menait un débat interne. « Parce que je fais confiance à ton jugement. Parce que tu n'as pas d'agenda caché, et parce que, il fit une pause, j'avais besoin de le dire à quelqu'un qui me voit moi, pas le nom Leroy. » Émilie sentit qu'elle entrait sur un terrain dangereux, où les frontières entre le professionnel et le personnel s'estompaient complètement. Qu'adviendrait-il des employés ? De tous les projets, l'acheteur promet de maintenir le personnel. C'est une multinationale européenne avec une bonne réputation. Mais ce n'est pas la même chose, objecta Émilie. Ta vision est ce qui rend le groupe Leroy spécial. C'est ce que nous admirons tous. Ma vision ? Alexandre laissa échapper un rire amer. Ma vision est morte avec Isabelle. Depuis lors, je n'ai fait que suivre une inertie. Il se leva brusquement et marcha vers un couloir. Viens, je veux te montrer quelque chose. Émilie le suivit jusqu'à ce qui semblait être un atelier. Sur les murs, des dizaines de tableaux, photographies et croquis montraient une belle femme aux cheveux foncés et au sourire lumineux. Isabelle, à différents moments, lieux et situations. C'était son espace, expliqua Alexandre d'une voix contenue. Ici, elle restaurait des œuvres d'art et créait ses propres œuvres. Après son départ, je n'ai rien pu changer. La pièce était figée dans le temps, comme un sanctuaire. Pinceau sec, toile à moitié terminée, livres ouverts, tout attendant une femme qui ne reviendrait jamais. La dernière promesse que je lui ai faite était de continuer nos rêves, poursuivit-il. Les hôtels, les galeries d'art accessibles à tous, les fondations, tout faisait partie de ce que nous avions imaginé ensemble. Mais maintenant tu te sens vide, compléta doucement Émilie. Alexandre acquiesça. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Émilie vit ses yeux briller de larmes contenues. Il y a des jours où j'entre dans une réunion et je me demande ce que je fais là. Je dirige un empire, mais je ne me souviens plus pourquoi c'est important. Dans un élan, Émilie prit sa main. Cette fois, il ne la retira pas. Je ne peux pas te dire si tu dois vendre l'entreprise ou non. Cette décision t'appartient, mais je peux te dire que le travail que tu fais est important. Il donne du travail à des milliers de personnes, crée de beaux espaces, préserve la culture locale, de belles paroles, mais vide, sans but personnel, répondit-il, bien qu'il serrât légèrement sa main. Alors trouve un nouveau but, dit Émilie avec fermeté. Tu ne trahis pas Isabelle en allant de l'avant. Tu la trahirais si tu renonçais à tout ce que vous avez construit ensemble. Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, connectés par ce simple contact physique qui en disait plus que 1000 mots. Finalement, Alexandre s'approcha lentement et caressa sa joue avec délicatesse, comme s'il craignait de la briser. « Tu es entré dans mon entreprise et tu as défié toutes mes attentes. Tu es entré dans ma vie et tu as défié toutes mes défenses. Qui es-tu, Émilie Dubois ? » « Juste quelqu'un qui a aussi été brisé, répondit-elle dans un murmure, et qui apprend à se reconstruire. » Le baiser fut aussi inévitable qu'inattendu. Doux au début, presque timide, comme si tous deux marchaient en terrain inconnu. Puis, l'intensité grandit, libérant des émotions contenues pendant des mois. Quand ils se séparèrent, Alexandre appuya son front contre le sien. « Je ne peux rien promettre, » murmura-t-il. « Je suis endommagé. »« Je ne te demande pas de promesses, » répondit Émilie, « seulement de l'honnêteté. » Cette nuit changea tout entre eux. Il n'y eut pas plus d'intimité physique que ce baiser et la longue étreinte qu'ils partagèrent ensuite, assis en silence, contemplant la ville depuis la terrasse. Les mots n'étaient pas nécessaires. Tous deux savaient qu'ils avaient franchi un point de non-retour. Le lendemain, la nouvelle explosa dans tous les médias financiers. Alexandre Leroy rejette une offre millionnaire pour son conglomérat d'entreprises. Au bureau, tous commentaient cette décision surprenante. Personne ne comprenait pourquoi il avait refusé une offre qui aurait multiplié la valeur de ses actions. Personne, sauf Émilie, qui ressentait un mélange de soulagement et de terreur pour ce qui allait suivre. Ce même après-midi, Caroline Leroy apparut dans son bureau sans s'annoncer. « Alors c'était toi, dit-elle sans préambule, fermant la porte derrière elle. C'est toi qui l'as convaincu de ne pas vendre. »« Je ne sais pas de quoi tu parles, » répondit Émilie, essayant de garder son sang-froid. « S'il te plaît, n'insulte pas mon intelligence. » Caroline s'assit en face d'elle,
ses yeux identiques à ceux de son frère mais beaucoup plus froids. Alexandre était décidé à vendre. Nous le préparions depuis des mois, et soudain, après t'avoir vu, il change complètement d'avis. S'il a décidé de ne pas vendre, il aura ses raisons. Ses raisons, c'est toi, et nous le savons toutes les deux. Caroline se pencha en avant. Écoute-moi bien, Émilie. Mon frère a déjà assez souffert quand il a perdu Isabelle. Il a à peine survécu à cette perte. Si tu entres dans sa vie juste pour le détruire, après, je ne ferai jamais ça. Interrompit Émilie avec fermeté. Non, Caroline leva un sourcil. Es-tu prête à vivre dans l'ombre d'une femme morte, à rivaliser avec un fantôme qui l'a idéalisé, à supporter l'examen public, les rumeurs, les insinuations que tu n'es avec lui que pour son argent et son pouvoir? Chaque question était comme un poignard, mais Émilie garda son sang-froid. Je ne rivalise avec personne, Caroline, et je ne suis certainement pas avec ton frère pour sa position. C'est ce que tu dis maintenant. Mais quand la nouveauté sera passée, quand tu te rendras compte que tu ne pourras jamais combler le vide qu'a laissé Isabelle, je ne prétends pas combler un vide, répondit Émilie. Seulement marcher à ses côtés pendant que nous guérissons tous les deux. Caroline l'observa en silence, l'évaluant. Tu es différente de ce que j'attendais, admit-elle finalement. Mais cela ne signifie pas que cela finira bien. La vie n'offre pas de garantie, répondit Émilie, seulement des opportunités. Quand Caroline partit, Émilie s'autorisa à trembler. Les paroles de la sœur d'Alexandre avaient touché toutes ses peurs les plus profondes. Et si elle avait raison? Et si elle était condamnée à vivre dans l'ombre d'un souvenir parfait? Ce soir-là, elle reçut un message d'Alexandre l'invitant à dîner le week-end. « Il y a un endroit que je veux te montrer », disait-il. Sans trop réfléchir, elle accepta. L'endroit s'avéra être Lyon, sa ville natale. L'hélicoptère les déposa en périphérie et une voiture les attendait pour les conduire au centre historique. Émilie était confuse, mais intriguée. « Comment as-tu su que je venais d'ici » demanda-t-elle, tandis qu'il parcourait les rues pavées. « Je t'ai entendu le mentionner une fois, » répondit Alexandre. « Tu parlais avec Julie au téléphone au bureau. Le fait qu'ils se souviennent de ce détail fortuit l'émut profondément. Ils s'arrêtèrent devant un bâtiment Renaissance parfaitement restauré. En entrant, Émilie resta bouche bée. C'était une galerie d'art, mais pas n'importe laquelle. Sur les murs étaient accrochées des œuvres d'artistes lyonnais contemporains, dont beaucoup qu'elle reconnaissait de ses années d'université. Quel est cet endroit? Il s'appelle Racines et Else, expliqua Alexandre. C'est un nouveau projet, un espace pour les artistes locaux qui méritent d'être vus et valorisés. Un homme âgé s'approcha pour les saluer. C'était Monsieur Henry, le professeur d'art qui avait cru en Émilie quand elle était étudiante, qui l'avait encouragée à poursuivre ses rêves créatifs. « Émilie, quelle joie de te voir après tant d'années !» Après les embrassades et les présentations, Alexandre expliqua. « Monsieur Henry sera le directeur de cette galerie, une partie d'un réseau que nous sommes en train de créer dans différentes villes. »« Nous ?» demanda Émilie, confuse. « Si tu acceptes, répondit Alexandre, je voudrais que tu diriges ce projet. Une division complètement nouvelle au sein du groupe, des espaces culturels accessibles qui mettent en valeur le talent local. » Émilie n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. C'était exactement le type de travail dont elle avait rêvé pendant des années. Une combinaison parfaite de ses passions pour le design et l'art. « Pourquoi moi? Parce que tu as le talent, la sensibilité et la vision. » Alexandre prit sa main. « Et parce que je veux construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne soit pas lié au passé, mais qui regarde vers l'avenir. » Monsieur Henry sourit et s'excusa discrètement, les laissant seuls. « Caroline m'a dit qu'elle t'avait parlé hier. Si elle a essayé de te faire peur, j'en suis désolé. Elle ne fait que protéger son frère, » répondit Émilie. « Je ne peux pas lui en vouloir pour ça. Ma sœur a raison sur un point. Ce ne sera pas facile. Nous portons des cicatrices tous les deux. J'ai plus à guérir, je le sais. Mais je veux essayer, Émilie. Pour la première fois en 3 ans, je veux essayer. » À ce moment, dans cette galerie vide qui symbolisait un nouveau départ, tous les doutes d'Émilie se dissipèrent. Peu importait la difficulté, cela valait la peine de prendre le risque. « Oui, dit-elle finalement, aux 2 propositions. » Alexandre la regarda, confus. « Les 2? Oui. Je veux diriger ce projet. Et oui, je veux être avec toi, avec toutes les complications que cela implique. » Le baiser qu'ils partagèrent était plein de promesses. Non pas parfaites mais sincères, des promesses de patience, de compréhension, d'espace pour guérir tout en construisant quelque chose de nouveau ensemble. Les mois suivants ne furent pas un conte de fées. Il y eut des moments difficiles, des jours où le souvenir d'Isabelle pesait trop lourd pour Alexandre, des moments où les insécurités d'Émilie ressurgissaient, des occasions où leurs mondes différents entraient en collision. La presse finit par l'apprendre. Les gros titres étaient prévisibles. Le millionnaire et la designer, romance dans la salle du conseil. La successeuse d'Isabelle. Certains étaient cruels, insinuant qu'Émilie était une opportuniste. D'autres, romantiques, idéalisant une histoire qui était en réalité beaucoup plus complexe et humaine. Caroline mit du temps à accepter la relation, mais quand elle vit le changement chez son frère, les sourires occasionnels, la passion renouvelée pour les projets, la façon dont ses yeux recommençaient à briller, elle adoucit sa position. Un soir,
Lors d'un dîner de famille, elle leva son verre vers Émilie, dans un geste silencieux de trêve. Le projet Racine et elle fut un succès retentissant. La première galerie à Lyon fut bientôt suivie par des espaces similaires à Avignon, Nice et Bordeaux. Émilie voyageait constamment, découvrant des talents, créant des opportunités pour des artistes qui, comme elle autrefois, avaient besoin que quelqu'un croie en eux. 1 an après leur premier baiser, Émilie et Alexandre marchaient sur la plage en Corse. Le soleil se couchait à l'horizon, teintant le ciel de tons dorés et pourpres. Ils étaient venus superviser l'avancement du nouvel hôtel, mais avaient volé cet après-midi juste pour eux. « Il y a quelque chose que je veux te montrer », dit Alexandre, la guidant vers une petite crique isolée. Là, sur le sable, il y avait un petit hôtel avec des bougies et des fleurs. Une photographie d'Isabelle souriait depuis le centre. Émilie retint sa respiration, incertaine de ce que cela signifiait. Alexandre prit sa main. « Chaque année, à l'anniversaire de son départ, je crée un espace pour l'honorer, pour me souvenir d'elle. Cette année, je voulais que tu sois ici avec moi. » Les larmes aux yeux, Émilie comprit la signification profonde de ce geste. Elle ne rivalisait pas avec un souvenir. Elle était invitée à le partager, à faire partie de l'histoire complète de cet homme qu'elle aimait. « Elle aurait adoré ce que tu fais avec les galeries, » continua Alexandre, sa voix douce mais ferme. Elle disait toujours que l'art devait être pour tous, pas seulement pour les privilégiés. « J'aurais aimé la connaître, » répondit Émilie avec sincérité. « Elle t'aurait adoré. » Ils restèrent là jusqu'à ce que le soleil disparaisse complètement, honorant le passé tout en embrassant le présent. Quand les étoiles commencèrent à briller dans le ciel, Alexandre s'agenouilla sur le sable. « Je ne peux pas te promettre un chemin parfait, Émilie. Nous continuerons à avoir des jours difficiles. Nous continuerons à guérir. Mais je peux te promettre honnêteté, respect et un amour qui grandit chaque jour. Veux-tu m'épouser ?» La bague était simple. Une émeraude entourée de petits diamants qui brillaient sous la lumière de la lune. Rien d'ostentatoire, rien qui crie richesse ou pouvoir. Un symbole parfait de ce qu'ils avaient construit. Quelque chose d'authentique dans un monde d'apparence. « Oui », répondit-elle, des larmes de bonheur coulant sur ses joues. « 1000 fois oui. » Tandis qu'ils s'embrassaient, sous le ciel étoilé de la Corse, Émilie réfléchit à l'incroyable voyage qu'elle avait parcouru, de l'humiliation sous la pluie à ce moment de pur bonheur, de se sentir invisible, à être vraiment vue, de perdre sa voix à la retrouver, plus forte et plus claire que jamais. Les cicatrices étaient toujours là, les siennes pour les années de mépris, les siennes à lui pour la perte irréparable. Mais ils avaient appris que les cicatrices ne sont pas la fin d'une histoire, mais le début d'une autre. Une histoire de renaissance, de seconde chance, d'amour qui fleurit dans les endroits les plus inattendus. Le mariage fut intime, dans le jardin de la maison qu'ils achetèrent ensemble dans le Marais, un espace nouveau sans fantômes, où tous deux purent vraiment recommencer. Julie pleura pendant toute la cérémonie, Caroline, étonnamment, aussi. Thomas apparut dans les médias des mois plus tard, essayant de vendre sa version de l'histoire avec Émilie. Personne n'y prêta attention. Le passé n'avait plus de pouvoir sur elle. 2 ans plus tard, naquit Mathieu, un enfant aux yeux intenses et au sourire lumineux. Le médecin qui avait dit à Alexandre qu'il ne pourrait jamais être père s'était trompé. Parfois, la vie a des façons surprenantes de guérir même les blessures que nous croyions permanentes. Émilie n'abandonna jamais sa carrière. Elle continua à diriger Racines et elle, qui comptait désormais des espaces dans toute la France et commençait à s'étendre en Europe. Alexandre a appris à mieux équilibrer sa vie, déléguant des responsabilités pour avoir du temps pour sa famille. Ce ne fut pas un chemin parfait. Il y eut des disputes, des malentendus, des moments de doute, mais chaque obstacle les rendait plus forts, plus unis, plus conscients du cadeau qu'ils avaient trouvé l'un dans l'autre. Un après-midi, en observant Alexandre jouer avec Mathieu dans le jardin, Émilie se souvint de ce jour pluvieux, où Thomas l'avait mise à la porte. Ce moment qui semblait alors être la fin de tout et qui, rétrospectivement, fut le véritable commencement. Parfois, la douleur n'est que le prélude à quelque chose de beau. Parfois, se perdre est nécessaire pour trouver le bon chemin. Parfois, les blessures les plus profondes nous préparent à l'amour le plus authentique. Avec le soleil filtrant à travers les feuilles des arbres, projetant des motifs dorés sur la pelouse où sa famille jouait, Émilie sourit. La vie n'avait été ni facile, ni parfaite, mais elle était réelle, elle était la sienne, et elle était plus belle qu'elle n'avait jamais osé rêver. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un like et de nous dire ce que vous en avez pensé. De quelle ville et de quel pays nous lisez-vous? Dites-nous aussi quelles autres histoires d'amour et de dépassement de soi vous aimeriez lire à l'avenir. N'oubliez pas que ce sont vos commentaires qui nous inspirent à continuer à créer des histoires qui touchent le cœur.